Que se passerait-il si les pleurs d'un bébé n'étaient pas seulement des sons de faim ou de peur, mais les avertissements d'un sombre secret caché au sein de l'une des familles les plus riches de Lisbonne? Dans les grandes demeures de l'APA, un entrepreneur veuf lutte pour empêcher sa vie de s'effondrer. Son fils nouveau-né a déjà poussé 14 nourrices au désespoir, jusqu'à ce qu'une inconnue à la porte le calme d'un simple toucher. Mais ce miracle déclenche une chaîne de mensonges, de trahisons et de révélations mortelles que personne n'aurait pu imaginer. Restez avec nous jusqu'à la fin car ceci n'est pas seulement une histoire d'amour et de guérison. C'est une histoire d'avidité, d'obsession, et jusqu'où quelqu'un peut aller pour détruire une famille de l'intérieur. S'il vous plaît, dites-nous d'où vous nous écoutez avant de continuer et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'était une nuit agitée dans le riche quartier de l'APA, à Lisbonne, dans l'immense manoir de 3 étages de l'entrepreneur veuf Miguel Valente. Des papiers éparpillés sur le sol de son bureau, un ordinateur portable brisé, et au centre du chaos, assis, son fils Raphaël, âgé de 10 mois, criant avec une fureur bien trop intense pour un bébé. C'était ainsi depuis que son épouse bien-aimée, Inès, était morte dans un accident de voiture sur la sinueuse Estrada da Arabida 8 mois plus tôt. 14 nourrices avaient déjà démissionné. Certaines étaient parties avec des griffures et des morsures, d'autres avec les nerfs complètement détruits. Et ce soir-là, la 14e Doña Ramona, une gouvernante expérimentée sortit en larmes. « Ton fils n'est pas normal » murmura-t-elle, avec des marques rouges sur les bras. « Il y a quelque chose de mauvais en lui ?» Le cœur de Miguel se serra. Il l'avait déjà entendu. Seul avec son fils inconsolable, il sentit le poids écrasant du deuil, de la paternité et de l'échec entrepreneurial se refermer sur lui. Alors que le désespoir menaçait de le consumer, la sonnette du manoir retentit. Sur les marches de marbre se trouvait une jeune femme portant des baskets usées, un jean et un chemisier blanc. Elle semblait nerveuse mais déterminée. « Je m'appelle Clara Ribeiro » dit-elle doucement. « Je suis venue pour l'emploi domestique que j'ai vu annoncer. » Miguel fronça les sourcils, il n'avait publié aucune annonce. Mais avant qu'il ne puisse la renvoyer, Raphaël, habituellement hostile envers les inconnus, se tut. Puis, à la stupéfaction de Miguel, le bébé lui sourit. Clara se pencha et lui tendit son doigt, Raphaël l'attrapa et babilla joyeusement. En un instant, la tempête avait disparu. Miguel sut que ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose dans cette femme apaisait son fils. Contre les protestations de sa belle-sœur Elena Duarte, il l'invita à entrer. En quelques heures, Clara accomplit ce que 14 nourrices formées n'avaient pas pu faire, apporter la paix. Elle chantait des berceuses tout en ramassant le verre brisé du bureau de Miguel, et Raphaël jouait calmement à ses côtés. Au cours des jours suivants, Clara transforma le manoir. Elle apporta des jouets faits main, des hochets avec des bouteilles de riz, des mobiles en papier, de petits livres en tissu qu'elle cousait elle-même. Chaque matin à 6 heures pile, elle saluait Raphaël. « Bonjour, petit soleil. » L'enfant souriait et tendait les bras vers elle. Sous ses soins, Raphaël devint curieux, joueur, il commençait même à imiter des mots. Pour Miguel, le voir ainsi était comme assister à un miracle. Mais tout le monde n'était pas heureux. Elena, la sœur d'Inès, qui avait emménagé après la tragédie, observait avec des yeux froids. Elle s'était placée comme la sauveuse de la famille, gérant les finances et murmurant que Raphaël devait être envoyé dans une école spécialisée à l'étranger. Le succès de Clara menaçait tout. Une nuit, Miguel demanda à Clara de parler de sa vie. Elle hésita, puis avoua. Elle avait une fille de 4 ans, Béatrice, qui vivait avec sa mère à elle. Elle avait perdu un bébé, Felipe, à cause de la mort subite du nourrisson. Elle avait subi la violence du père de Béatrice, Paulo Mendes, qui avait disparu lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Son honnêteté toucha profondément Miguel. Il vit dans sa douleur un reflet de la sienne. Mais Elena était patiente, et quand son moment arriva, elle frappa. Silencieusement, elle engagea un détective de réputation douteuse, quelqu'un qui livrait des résultats quel qu'en soit le prix moral. En quelques jours, elle avait déjà un dossier prêt, des documents à tampons officiels, impossibles à ignorer. Ce même soir, alors que Miguel était dans son bureau, elle posa le dossier devant lui comme une bombe prête à exploser. Et tout en haut, un rapport de police avec le nom et la photo de Clara, l'accusant d'avoir volé des médicaments dans une pharmacie. Une note écrite indiquait, libéré sous caution, payé par Paulo Mendes. Et en dessous, un registre de l'hôpital de Santa Maria affirmant que la petite Béatrice avait été admise pour malnutrition sévère 6 mois auparavant, sous suspicion de négligence parentale. Et le coup final, une ordonnance judiciaire, une injonction d'éloignement déposée par Paulo Mendes, accusant Clara de harcèlement et la qualifiant d'obsessive, manipulatrice et potentiellement violente. La poitrine de Miguel se serra. Les documents portaient des tampons, des signatures, et un langage juridique lourd. Pour ses yeux fatigués, blessés par le deuil, il semblait irréfutable. Elena, toujours actrice, croisa les bras avec un soupir de douleur. « Je te l'avais dit, Miguel.
Elle n'est pas celle que tu crois. Elle est dangereuse pour toi, pour Raphaël. À cet instant même, Clara, ignorant la tempête qui approchait, souleva Raphaël dans ses bras. Pour la première fois depuis son arrivée, le bébé ne rit ni ne sourit. Il devint raide, se cambra et poussa un cri déchirant qui fit trembler toute la pièce. Miguel se figea. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas, mais ses yeux voyaient un enfant en pleurs et des papiers remplis de preuves. Il se tourna vers Clara, la voix brisée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, prends quelques jours de congé. Le visage de Clara se brisa. Les yeux pleins de larmes, elle ne dit rien. Les mains tremblantes, elle ramassa ses affaires et quitta le manoir. Ses pas doux se perdirent dans le silence. Et presque immédiatement, la paix disparut avec elle. Les pleurs de Raphaël revinrent, plus forts, plus aigus, interminables, comme s'il savait que la seule personne qui le comprenait avait été expulsée. 4 jours plus tard, Raphaël était en pleine crise d'hystérie lorsqu'une petite silhouette escalada la grille du jardin. Béatrice, la fille de Clara, qui avait marché seule à travers Lisbonne pour retrouver sa mère. Derrière elle venait Clara, désespérée. « Maman Nati !» cria Béatrice, son surnom affectueux pour Clara. « Pourquoi tu ne travailles plus ici? Tu as dit à grand-mère que les mauvais papiers ont fait croire à l'homme gentil que tu es méchante. Mais moi je sais que tu es gentille. » Ces mots innocents frappèrent Miguel comme un éclair. Il exigea des réponses. Clara révéla qu'elle était allée à la police. L'injonction d'éloignement n'avait jamais existé, le registre de l'hôpital avait été altéré, l'original datait d'années auparavant. Miguel regarda Elena. Pour la première fois, il vit la peur sur son visage. Déterminé, Miguel enquêta sur ses finances. Ce qu'il découvrit le glaça. Des virements réguliers de 50 000 € vers des comptes liés à Elena. Des factures d'une clinique de fertilité à son nom. Des paiements aux détectives datant d'avant l'arrivée de Clara. Et profondément caché, une police d'assurance vie d'Inès nommant Elena comme bénéficiaire en cas de mort accidentelle. La vérité tomba comme du plomb, l'accident sur l'Estrada da Arabida n'était pas un accident. Ce soir-là, face à Elena, elle se brisa. Avec un calme glaçant, elle admit avoir manipulé les freins de la voiture d'Inès. Inès avait menacé d'exposer ses vols, l'éliminer avait été la seule solution. Et maintenant, elle comptait aussi éliminer Miguel, simuler son suicide et réclamer la tutelle de Raphaël. De sa blouse, elle sortit un pistolet ayant appartenu à Inès. Mais le destin intervint. La logeuse de Clara, Doña Margarida Lopez, avait vu des hommes suspects tenter de placer de la drogue dans l'appartement de Clara et avait appelé la police. Ce soir-là, les agents arrivèrent juste au moment où Elena pointait son arme sur Miguel. À l'étage, Clara, montée voir Raphaël, chantait une berceuse, ignorant le danger. Par le babyphone, Miguel entendit sa chanson, preuve de l'amour qu'il avait failli perdre. Elena rugit. Cette servante a tout ruiné. Ce soir, j'en finirai. Ils croiront qu'elle t'a tué, qu'elle a tué sa fille, puis s'est suicidée. Désespéré, Miguel se jeta sur elle. Une balle lui traversa l'épaule, mais il parvint à la faire tomber au moment où la police défonçait la porte. Après une lutte violente, Elena fut arrêtée, hurlant des folies jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle. À l'hôpital de Santa Maria, Miguel reposait dans une chambre privée, l'épaule bandée, mais l'esprit plus clair que jamais. Le bip du moniteur rythmait chaque révélation que l'inspecteur Carvalho apportait dans un épais dossier. L'inspecteur ne ménagea rien. Elena avait volé des millions via de faux investissements, siphonnant lentement la fortune des Valentes. Virements illégaux, factures, comptes offshore. Et les preuves contre Clara étaient une collection de falsifications avec des tampons truqués. Et le plus terrifiant, des analyses médico-légales avaient détecté des sédatifs dans le lait de Raphaël. De petites doses pendant des mois, suffisantes pour altérer son développement, provoquer de l'agressivité et effrayer toute nourrice. Ce n'était pas Raphaël. Ce n'était pas Clara. C'était Elena tout le temps. Les auditeurs retracèrent l'argent. La majorité fut récupérée avant de disparaître complètement. Mais Carvalho gardait une dernière vérité. La police d'assurance nommant Elena était une falsification. Les signatures n'étaient pas réelles. Inès n'avait jamais trahi Miguel. Lorsque Miguel lut cela, quelque chose en lui se brisa puis guérit. Pour la première fois depuis la mort d'Inès, il ressentit de la paix. Son épouse avait eu confiance en lui jusqu'à la fin. Son souvenir était pur. Les fantômes avaient enfin disparu. Dans les semaines suivantes, Miguel invita Clara et Béatrice à vivre au manoir. Raphaël s'épanouit, appelant Clara Maman Nati comme si ça avait toujours été ainsi. Une nuit, sous le ciel étoilé de Lisbonne, Miguel demanda à Clara si elle resterait même s'il n'était pas riche. Sa réponse fut simple. Je resterai parce que Raphaël fait partie de mon cœur, et parce que Béatrice a enfin une figure paternelle. Et parce que je t'aime. Miguel avoua la même chose. Leur baiser scella la promesse de guérison. 2 ans plus tard,
Le manoir Valente fleurit de roses blanches pour le mariage le plus intime que Lapa ait vu. Clara, rayonnante, marcha seule vers l'autel, son choix, son chemin. Miguel l'attendait, tenant la petite main de Raphaël. À leur côté, Béatrice jetait des pétales comme une princesse. Les invités murmuraient ce que les voisins répéteraient pendant des années. C'est le bébé qui a choisi sa propre mère. Et dans cette vérité résidait le cœur de leur histoire, preuve que l'amour, même né de la douleur et de la trahison, trouve toujours sa maison. Et ainsi, à la fin, la vérité libéra la famille Valente, et Raphaël, le bébé qui autrefois ne pouvait être calmé, ria de nouveau dans les bras de la mère qu'il avait choisie. Mais dites-nous, pensez-vous que c'est le destin qui a conduit Clara à la porte de Miguel ce soir-là, ou seulement une coïncidence qui a changé leur vie pour toujours? Nous serions ravis de lire votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup de nous avoir regardés et s'il vous plaît abonnez-vous à notre chaîne.